Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de système RH et de santé mentale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Si oui, lequel est-il? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, d'un côté, depuis la Covid, on entend beaucoup parler de santé mentale en entreprise, dans les organisations, et ça devient, c'est un peu triste de dire que ça devient, mais je crois que ça devient un élément important de la stratégie RH. On mesure des impacts positifs d'une bonne santé mentale des collaborateurs, collaboratrices sur l'engagement, la satisfaction, l'absentéisme, le taux de rotation, la performance au travail. Donc, bonne santé mentale des collaborateurs, bon résultat. Je crois que ça surprend personne, mais si il y a des gens qui en doutent, vous pouvez leur parler de cet épisode de podcast. Il y a la source de l'article en fin de note de podcast. L'article sur lequel je me base est un article scientifique de 2023. Donc c'est assez récent, janvier 2023, une année. Donc, la santé mentale, c'est important, tout le monde en parle. Alors, de quoi on parle? On parle principalement de problèmes d'anxiété, de problèmes voire de dépression, de ce qu'on dirait, on pourrait aussi appeler ça de la déprime pour certaines personnes, perte de motivation, etc. Donc, la santé mentale est un sujet. L'autre côté, depuis la nuit des temps, les RH mettent en place des systèmes et des pratiques pour, en gros, d'abord, être dans la légalité, mais améliorer le niveau de performance des collaborateurs, des collaboratrices. Les systèmes RH sont chargés d'essayer de rendre la vie des collaborateurs, des collaboratrices plus facile, et là où ça, on va en parler plus en détail, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces systèmes RH dont on va parler? Par exemple, comment est-ce que les rôles et les jobs sont définis, le contenu du travail, les mécanismes de récompense, les mécanismes de sanction évidemment aussi, comment est-ce qu'on détermine les niveaux de rémunération, est-ce qu'ils sont équitables ou pas, est-ce qu'il y a des possibilités de formation, de développement, est-ce qu'il y a une certaine sécurité de l'emploi pour les collaborateurs et les collaboratrices, est-ce qu'il y a des programmes de participation, pas seulement financière, mais aussi par exemple de participation aux décisions, etc., etc. Donc, vous voyez que quand on parle de système RH, en fait, on parle de système de management de l'entreprise, mais qui sont en général portés par les RH. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes RH. Si vous voulez chercher dans la littérature, ça s'appelle HPWS en anglais. C'est High Performance Work Systems. HPWS. Ici, moi, je vais vous parler de système RH. Donc, on a d'un côté la santé mentale des collabs, qui sont effectivement, qui est une vraie préoccupation, et de l'autre côté, des systèmes RH. Et on voit bien qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Alors, on veut un lien positif, ça veut dire que les RH sont pas des tortionnaires, donc ils mettent pas en place des systèmes pour embêter les gens, même si ça peut donner cette impression certaines fois. Mais est-ce que l'impact est effectivement positif ou négatif alors la question c'est, est-ce que les systèmes RH sont bons pour la santé mentale des collaborateurs ou pas? Alors en posant la question, et de votre expérience personnelle, vous allez me dire que les pratiques sont certainement bénéfiques pour l'organisation, mais pas forcément pour les personnes. Et là, vous auriez déjà un élément de réponse. On va par exemple mettre les entretiens de fin d'année, un système d'évaluation de la performance. C'est bon pour les gens ou pas? Alors c'est clairement bon pour l'organisation, puisque je saurai si les personnes sont motivées, compétentes, si elles font leur job ou pas, s'il y a des erreurs ou pas, etc., etc. En revanche, est-ce que c'est bon pour les collabs, et en particulier la santé mentale? C'est pas aussi clair que ça. L'article scientifique pose la question, et la réponse est, donc, les pratiques RH, est-ce qu'elles sont bénéfiques aux collaborateurs? La réponse est oui et non. Et oui, la réalité est beaucoup plus simple qu'un bête slogan. Pour les systèmes RH ou contre les systèmes RH. Non, c'est pas aussi simple que ça. Les systèmes RH sont simultanément une exigence et une ressource pour les collaborateurs. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils identifient le mécanisme qui fait que c'est une exigence ou une ressource.
Le système RH est une exigence si le mécanisme qui prévaut est la surcharge de travail due au rôle. En gros, si le système devient une charge de travail en lui-même. Et les CMRH sont une ressource si le mécanisme qui prévaut est l'autonomisation psychologique, empowerment. Intéressant. Donc si moi, collab lambda, je prends le nouveau système d'évaluation de la performance annuelle comme une charge de boulot qui va rien m'amener, je vais tomber dans le mécanisme de l'exigence, donc ce sera pas bon pour ma santé mentale. Si je prends ce système, cette nouvelle pratique, comme une manière d'autonomiser mes collaborateurs, donc moi, je les comprendrai mieux, on pourra mieux travailler ensemble, du coup, hop, ça deviendra une ressource. Et ça va donc augmenter ma santé mentale. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais bon, ok, c'est les deux en même temps, mais si on fait une addition nette, si on fait une espèce de bilan net, dans quel sens ça pend? Plutôt positif ou plutôt négatif? Très légèrement positif. Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est un facteur qui est vraiment tout petit, de l'ordre du centième, mais c'est très légèrement positif. Ils montrent d'ailleurs dans leur étude que exigence et ressources sont corrélées. Il y a un lien entre les deux. On voit bien dans l'exemple, là j'ai pris l'exemple des entretiens de fin d'année, que selon la personne, ça peut être une exigence et une ressource en même temps. Je veux dire, ah mais c'est super, je vais pouvoir le faire, mais ça me crée du travail. Puis je dois commencer à préparer des entretiens, puis prendre des notes toute l'année, puis faire du blablabla, puis vous voyez ça, le travail s'accumule, et donc c'est en même temps une exigence et une ressource. Notez qu'il faut peut-être qu'on définisse ce que c'est une exigence et une ressource. Alors, une exigence, ce sont tous les aspects physiques, psychologiques, sociaux et organisationnels du travail qui nécessitent un effort physique et ou psychologique soutenu. Exigence. Qu'est-ce qu'une ressource? C'est la même chose, mais donc l'aspect physique, psychologique, socio-organisationnel du travail qui aide le collaborateur ou la collaboratrice à fonctionner pour atteindre ses objectifs professionnels ou qui stimule l'épanouissement personnel, l'apprentissage et le développement. Assez clair. Exigence, ressources. Les auteurs de l'article notent que d'ailleurs la littérature scientifique commence à faire de la différence entre deux types d'exigences. Parce que vous allez me dire, oui, mais l'exigence de style sportif, compétition, challenge, et l'exigence obstacle, c'est pas tout à fait pareil. Et vous avez raison. Ce sont d'ailleurs les deux types d'exigences. Exigence challenge, exigence obstacle. Vous voyez qu'il y a un très fort niveau de subjectivité là-dedans. On le voit très bien, et vous le savez, quand on fixe les objectifs. On doit être à peu près dans ces périodes, fin d'année, début d'année, où on fixe les objectifs pour l'année. Alors, on peut débattre du fait de savoir si c'est une bonne idée de fixer des objectifs annuels ou pas, mais fixer un objectif, s'il est fixé de manière collaborative, de manière intéressante, avec un challenge accepté par le collaborateur, ça va être une exigence challenge. C'est une exigence quand même. Ça va lui bouffer des ressources. Donc on ne pourra pas faire que du challenge, parce que sinon on sait qu'on a un déséquilibre, et puis à la fin on a le burn-out qui se profile. Alors que, à la limite, le même manager, avec la même pratique de pose d'objectifs, avec une personne différente, vous allez tomber en exigence obstacle. J'y arriverai jamais, c'est trop difficile, j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire, etc. Donc, à la question, les systèmes RH sont-ils bons pour la santé mentale des collabs ou pas? La réponse est oui et non. D'accord? Oui, si la surcharge de travail fait des systèmes une exigence. Non, si le système permet l'autonomisation psychologique. Deux exemples. Premier exemple, les middle managers. On en a parlé dans ce podcast par le passé. Donc un middle manager, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui gère un manager. Donc c'est un manager de manager. Prenez l'exemple de l'administratif financier, en particulier du reporting financier et des middle managers. Si vous mettez en place un reporting financier qui permet au middle manager de mieux diriger son département, personne va hurler, personne va gueuler. Le middle manager va dire c'est un outil, c'est une ressource. Vous en mettez un toutes les semaines avec un tableau Excel avec 500 cellules, voilà, vous visualisez la contrainte. D'accord? Donc, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Exemple des commerciaux. Ça, je l'ai vécu très fort quand je travaillais aux États-Unis. J'avais de très très bons contacts avec le responsable opérationnel des commerciaux. Je me souviens de son nom, John Kirkermeyer.
un bon gars de l'Indiana, super sympa, très intéressé par tout ce qui était système, par tout ce qui est humain. On parlait souvent beaucoup les deux. Moi, à l'époque, je faisais pas des RH, je faisais des systèmes d'automatisation, enfin, en informatique. Et c'était assez clair pour lui. Les commerciaux, on peut leur mettre un peu d'admin tant que ça les aide, mais dès que tu leur mets de l'admin auquel ils ne voient pas de sens, qu'ils ne considèrent pas comme une aide, hop, c'est une ressource, ils n'en veulent pas. Alors comme c'est des commerciaux, on leur passe le caprice, je dirais, entre guillemets. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas un commercial, mais que vous êtes un opérateur de production. Le caprice, on vous le passe pas. Et donc, vous allez devoir vous taper la ressource. Et c'est d'ailleurs là où les RH devraient faire attention à l'équité devant le système RH. Hein, je reprends mon exemple du commercial et de la production. L'équité est difficile à obtenir dans le deuxième cas et un peu plus facile à obtenir dans le premier. Bon, alors, en disant ça, on dit quoi? On dit que les systèmes RH, faut faire attention, qu'ils peuvent être pris comme une ressource ou une contrainte, et que ça dépend beaucoup de la personne. Mais, comment est-ce que finalement, est-ce qu'il y a un facteur qui influe sur le mécanisme qui se déclenche? Je mets un système RH en place, comment est-ce qu'en gros je peux savoir chez qui ça va être plutôt une ressource et chez qui, ou une ressource et chez qui ça va être une exigence? Et ils ont aussi identifié ce facteur. Vous êtes prêts? Sans surprise, c'est l'identification organisationnelle. Ça veut dire la mesure dans laquelle un individu se sent uni aux valeurs et aux objectifs du groupe. Et ça fait tout de suite du sens. C'est quoi l'identification organisationnelle? Est-ce que c'est une boîte comme moi? Est-ce que c'est une boîte pour moi? Et si c'est une boîte comme moi, une boîte pour moi, je suis capable d'en supporter plus. Donc ça veut dire que le système RH me casse un peu les pieds, à la limite, bon, c'est pas grave. Hein, parce que je vais donner plus, je vais sacrifier plus pour la boîte. Alors que si j'ai une identification organisationnelle faible, ça va tout de suite être une exigence supplémentaire, hein, à mettre à la longue liste des exigences. Donc, une forte identité organisationnelle atténue l'impact négatif de mauvais systèmes RH, parce qu'elle permet de supporter plus. Mais, une faible identité organisationnelle augmente l'impact négatif de mauvais systèmes RH. On est en train de se dire que finalement, ce qui compte, c'est pas tant le système RH que l'identité organisationnelle, la culture organisationnelle. Donc, une forte identité organisationnelle atténue l'impact négatif, mais une faible identité organisationnelle augmente l'impact négatif. Alors, dans l'autre sens, une forte identité organisationnelle, qu'est-ce que ça fait par rapport à l'effet positif des systèmes RH? Eh bien, le problème, c'est qu'une forte identité organisationnelle dépasse l'effet positif des systèmes RH. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles sont déjà motivées, elles s'identifient à l'entreprise, donc elles n'ont pas besoin d'un système RH qui les aide à être motivés, etc., etc. Et l'identité organisationnelle les protège déjà contre la surcharge de travail, parce que leur équilibre interne est modifié. C'est Valhalla pour les Vikings, c'est exactement le paradis pour les croisés. Je suis capable de mourir au boulot parce que c'est bon pour la boîte, parce que je m'identifie. Je mets des guillemets, des parenthèses et des... Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, une forte identité organisationnelle peut remplacer certaines pratiques RH. Une bonne culture d'entreprise peut remplacer les pratiques RH. Et j'ai des clients comme ça. J'ai des clients, ils se reconnaîtront quand ils écouteront ce podcast, il n'y a pas vraiment de pratiques RH, puis quand il y en a, si elles sont mauvaises, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde est à fond. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que la question est plus tant de savoir est-ce que je dois mettre en place des systèmes RH. La réponse est peut-être pas forcément non, on peut essayer plutôt de réfléchir en termes de culture, mais imaginons que je mette en place un système RH, faut pas que je me pose la question de savoir si c'est une contrainte ou une ressource, mais je vais me poser la question de savoir pour qui est-ce une contrainte et une ressource. Et donc, il faut accompagner la mise en place du système RH, en particulier chez les gens dont on pense, typiquement ceux qui s'identifient le moins avec l'organisation, dont on pense qu'ils vont le vivre le moins bien. Donc, ça nous donne de très très beaux indices d'accompagnement du changement pour la mise en place de système RH, de système de management. Imaginez une entreprise, une PME, qui veut mettre en place un système qualité. C'est une super idée. Oui, c'est une super idée. Pour qui? C'est une super idée pour la direction, clairement. C'est une super idée pour le département qualité, certainement très clairement aussi. Mais l'opérateur logistique, l'opérateur de production,
qu'est-ce que ça leur amène? Alors, si vous avez le 100% de vos opérateurs de production qui sont hyper identifiés avec votre entreprise, vous courez aucun risque, allez-y. Par contre, si vous avez beaucoup de temporaires, par exemple, si vous avez un taux de rotation très élevé, vous allez devoir accompagner. Parce que sinon, la santé mentale va décroître et les performances avec. Donc, je voulais vous partager cet article parce qu'il est intéressant. Je trouve qu'il met de la nuance dans un truc qui pourrait être assez simple. Les RH c'est bien, les RH c'est pas bien. Non, bien au contraire. Et j'espère qu'il peut vous être utile dans votre réflexion sur la mise en place et l'accompagnement de mise en place de systèmes RH dans votre entreprise. Si vous voulez en parler, info@coapta.ch ou podcast@coapta.ch. N'oubliez pas que vous pouvez anonymement débattre de ces questions sur Reddit, le lien est dans les notes du podcast, on peut en discuter très volontiers. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.